Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver à la présentation de votre journal sur Monaco Info. Au sommaire de ce vendredi 12 janvier, nous avons suivi les répétitions de la grande parade du cirque de Monte-Carlo qui défilera dans les rues de Monaco demain. Et nous recevrons également le directeur artistique du festival Urs Pils. Autre invité ce soir, dans un tout autre domaine, c'est Robert Laure, le successeur d'Étienne Franzy à la tête de l'association monégasque des activités financières. Nous évoquerons la bonne forme de la place financière en principauté. Et puis un prince, un musée, c'est la nouvelle exposition du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Nous vous emmènerons à la découverte de quelques pépites archéologiques et enfin, dans votre chronique, ceux qui font Monaco, les produits de Provence seront à l'honneur puisque nous irons faire un tour du côté de l'établissement Les 5 Saveurs. On démarre ce journal avec les ultimes répétitions de la grande parade du cirque qui aura lieu ce samedi après-midi. Une parade qui se terminera sur la place du Palais avec l'Open Air Circus Show. Frédéric Hélion, Sylvain Pérumal et Clélia Renaud ont assisté au dernier réglage du cortège. Un anniversaire, ça se fête pour célébrer les 50 ans du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une grande parade partira de Fontvieille samedi en début d'après-midi. Le cortège, composé de plusieurs chars, sillonnera les rues de la Principauté pour arriver place du Palais aux alentours de 14h30, où débutera un grand spectacle gratuit, l'Open Air Circus Show. I have been participating already twice in the Monte Carlo Circus Festival. The first one was 1987, very long ago. The last one just 6 years ago in 2018. But it's always very nice to come here. It's a wonderful place. And I would dare to say that this walk, this skywalk, will be my most beautiful because yesterday when I went up, the view I will have there, it's unrivaled. It's nowhere else in the world you can have that. Ce funambule hongrois marchera 30 mètres au-dessus du sol, sur un fil ultra fin. Parmi les autres artistes, les Ukrainiens du Circus Theater Bingo, un numéro de trapèze volant, ainsi qu'un show du groupe de gymnastique des sapeurs-pompiers de Paris. On est venu avec 33 sapeurs-pompiers de Paris. Alors ce qu'il est important de dire en tout premier lieu, c'est que les gens qui sont derrière moi, c'est des pompiers opérationnels qui interviennent au quotidien sur la capitale et les 3 départements de la Petite Couronne. Pour l'Open Air, on va présenter un numéro de saut de cheval, donc c'est de la voltige. C'est un numéro qu'on a l'habitude de faire, qui est très dynamique et qui, on espère, va enflammer le public en vue de ce magnifique festival. Les sapeurs-pompiers seront également présents la semaine prochaine lors du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo avec 2 numéros remasterisés pour l'occasion. Et pour parler un peu plus de cette grande parade et plus globalement de cette édition 2024 du Festival du cirque de Monte-Carlo, nous accueillons son directeur artistique Urs Pils. Bonsoir. Bonsoir. On a pu le voir grâce au reportage de Frédéric Hélion, cette grande parade s'annonce une fois de plus magique dans les rues de la Principauté. Ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire pour notre grand jubilé, même pour nos 2 grands jubilés, pour le centenaire du Prince Régnier et puis pour les 50 ans de notre festival. Comment va s'articuler cette grande parade ? Enfin, vous savez, dans le temps, les cirques, quand on ne faisait pas la publicité comme on a les possibilités aujourd'hui, les cirques, ils faisaient des parades en ville ou dans les villages où ils étaient pour rassembler le public, pour que ce public vienne au cirque. Alors il y a eu des parades et derrière les parades, il y a eu le public qui venait, qui suivait la parade pour venir au cirque, pour venir assister au spectacle. Aujourd'hui, naturellement, c'est un peu différent, mais l'esprit de cette parade restait le même. Le cirque se montre en ville, fait un tour depuis le cirque, et puis retourne au cirque, et puis se montre avec tous les artistes, avec les animaux, etc., au public, pour quasiment préparer le spectacle. Alors cette grande parade se terminera sur la place du Palais où il y aura également l'Open Air Circus Show. Quel sera le programme de cet Open Air Circus Show ? Ouais. Là, nous allons faire quelque chose de fantastique. Ça sera une présentation d'un trapèze volant, justement au Open Air, et c'est la toute première fois en Europe.
qu'un trapèze volant, une troupe de trapèze volant de cette discipline phare de cirque, discipline classique de cirque, qui se présente normalement uniquement sous le chapiteau, que cette présentation puisse se faire open air, devant le ciel bleu, devant le palais, sous le ciel bleu. Et puis ça sera unique de voir les trapézistes dans cette présentation open air. Et puis après, un autre point vraiment super fantastique, je peux dire, c'est le funambule qui se promène à 25 mètres de haut sur une distance de presque 80 mètres le long et en dessus de la place du Palais. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des shows exceptionnels pour une édition exceptionnelle puisque ce sera les 50 ans du Festival du cirque de Monte-Carlo et cela viendra clôturer l'année de célébration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. On imagine donc que le fondateur de ce festival aura une place très importante dans le programme, non? Ah oui, certainement. Ce programme et ce festival se passe à l'honneur du prince Régnier, naturellement. Alors, y aura-t-il des nouveautés ou bien, à contrario, des hommages à des représentations passées? Hommage aux représentations passées, oui, parce que aussi on essaie de montrer des numéros dont on sait que le prince tenait vraiment et où il y avait une affection personnelle en ce qui concerne plusieurs disciplines de cirque et on essaie naturellement d'aller dans cette direction, bien que aussi, comme le spectacle doit être très varié, d'avoir aussi des présentations plus modernes aussi. Pour nous mettre l'eau à la bouche, peut-être, est-ce que vous auriez un exemple de représentation ou vous gardez ça surprise? Justement, le numéro de trapèze volant qui se présente aussi sur la place du Palais a une autre version de présentation avec un autre appareil qui se monte dans le chapiteau où ils font des exercices vraiment inouïs qu'on n'a encore jamais vus sous le chapiteau. Après ça, nous avons pour la première fois après Covid de nouveau des numéros de Chine qui aussi font des exploits exceptionnels sur, on appelle ça balançoire russe, sur des balançoires russes. Après, il y a une équilibriste sensationnelle de Chine. Alors, bon, c'est difficile à expliquer en détail le travail, mais je peux seulement dire que c'est des artistes extraordinaires. Un dernier mot pour finir, est-ce que vous sauriez définir cette 46e édition du Festival du cirque de Monte-Carlo en un mot? Super fantastique. Ça en fera deux, mais on prend quand même. Merci beaucoup, Urs Peace, Voilà, d'avoir été avec nous. Merci, d'accord. En bref, dans l'actualité sportive, la Rocca Team a connu une soirée bien compliquée hier à l'Oaka Stadium du Panathinaikos. Devant les 17 000 spectateurs en furie, les Monégasques n'ont jamais su rivaliser avec des Grecs portés par un formidable Mathias Le Sort, auteur de 23 points et 42 d'évaluation, son record en Euroleague. Au final, Monaco s'est incliné 88-63 et affiche désormais un bilan de 11 victoires pour 10 défaites en Euroleague. Prochaine rencontre des Rocca Boys ce samedi à l'Accor Arena pour y affronter le Paris Basket en Betclic Elite. Côté foot, la Ligue 1 reprend ses droits en France. Une semaine après sa qualification épique en 16e de finale de Coupe de France, l'AS Monaco se prépare à recevoir le Stade de Reims ce samedi au Louis II. Avant ce premier match de la phase retour du championnat de France, écoutez l'entraîneur Adi Hütter. Expecting a quick game because Stade Reims they play in 4-3-3. They play really quick from the build-up, especially immediately up front. So we have to be careful about that. And I think it's not a boring game because we also try to play forward, quick transitions. So expecting not an open game, but a really good game, which is quick. In the end, we have to win this game. We want to start in the season with a victory, and for that we need more than 90 minutes at top performance. Le mois dernier, l'association monégasque des activités financières a élu un nouveau président. Après 25 ans d'activité à la tête du syndicat d'employeurs du secteur financier, Étienne Franzy a laissé place à Robert Laure, qui est notamment le vice-président de Julius Baer Wealth Management. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Robert Laure. Bonsoir.
Que représente pour vous cette présidence de la MAF? Une grande responsabilité et une grande joie en même temps. Responsabilité dans la mesure où c'est une charge qui est tout à fait importante pour la conduite des activités de nos membres, et une joie parce que c'est, on va dire, un travail dans lequel je me suis engagé il y a déjà très longtemps de cela, dans les activités financières, et pour lequel aujourd'hui je mets mon temps et mon énergie à disposition. Concrètement, quel est le rôle de l'AMAF à Monaco? Alors l'AMAF est un syndicat d'employeurs. C'est un syndicat dont le nom s'appelle Association monégasque des activités financières et qui regroupe l'ensemble des entités agréées par la CCAF, c'est-à-dire les banques et les sociétés de gestion. Donc le rôle premier de l'AMAF, bien évidemment, c'est de représenter l'ensemble de ses membres, de défendre leurs intérêts et bien évidemment d'accompagner les différentes autorités dans les actions qui peuvent concerner les activités financières et bancaires en Principauté de Monaco. En tant que président, sur quel point allez-vous mettre particulièrement l'accent dans ces prochains mois? Je dirais qu'il y a deux éléments importants qui sont d'abord les objectifs généraux, dont on a évoqué à l'instant un petit peu les principes de base, et puis bien évidemment les chantiers. Monéval, bien évidemment, qui est le chantier numéro 1, pour lequel l'AMAF a déjà largement œuvré et participé, on va dire, aux travaux qui ont été conduits par le gouvernement, et pour lequel, bien évidemment, de nouvelles actions seront entreprises pour accompagner, mais également soutenir l'ensemble de nos membres. Ensuite, dans les chantiers en cours, on a tous les chantiers qui sont en lien direct avec l'évolution réglementaire, l'évolution normative, sur lesquels la MAF est un acteur important et un partenaire fidèle des différentes autorités monégasques, que ce soit le gouvernement et le Conseil national, et puis bien évidemment en tenant compte aussi de tout ce qui est attrait à l'activité pour l'attractivité de la principauté, et pour lequel là nous travaillons en étroite collaboration avec la DITN et également le MEM. La MAF travaille aussi également contre le blanchiment d'argent, qui est quelque chose de clé en principauté, et ce depuis quelques années. 2024 sera dans cette même lignée pour vous? 2024, ce sera, on va dire, un travail en continuité. Je rappelle que les premiers textes sur la réglementation anti-blanchiment sont des textes qui remontent à plusieurs décennies maintenant, et pour lesquels les acteurs de la MAF ont été très largement engagés à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Alors les raisons, tout d'abord, c'est le fait que l'adhésion à la MAF en tant que syndicat d'employeurs est une adhésion qui regroupe l'ensemble des entités agréées, ce qui veut dire que tous nos membres sont parfaitement informés de toutes les évolutions en matière réglementaire. Et l'autre élément, c'est que beaucoup d'entités, beaucoup d'entreprises situées en Principauté de Monaco et rattachées, ou en tout cas dépendantes d'entités internationales, ont déjà de longue date adopté des principes fondamentaux sur la lutte anti-blanchiment, bien évidemment. Aujourd'hui, que représente la place financière monégasque en termes d'établissements membres et de fonds gérés? En termes d'établissements membres, il y a environ un peu plus de 90 membres, dont 27 banques environ, le reste étant constitué par des sociétés de gestion, donc des sociétés financières. En termes d'actifs gérés, on a dépassé les 155 milliards d'euros maintenant sur la place, sans tenir compte des capitaux qui sont gérés également par des entités situées et agréées en Principauté de Monaco, mais dont les capitaux, eux, sont localisés à l'extérieur, à l'étranger. C'est une activité extrêmement importante, je ne vais pas dire essentielle, mais bon, tout est important dans l'activité de la Principauté de façon générale. On participe aujourd'hui à peu près à 17% du PNB monégasque. Quelle est l'évolution sur ces dernières années et quelle est la tendance pour 2024 ? L'évolution des dernières années a été une évolution tout d'abord marquée par la période de la Covid où on a eu, on va dire, une phase un petit peu de ralentissement de la croissance avec une reprise de l'activité notable sur l'exercice 2023. Pour 2024, bien évidemment, ça va dépendre de tout un tas d'éléments. L'élément principal, vous l'avez bien compris, on l'a déjà évoqué au début de notre rencontre, c'est Monéval. Il est évident que pour les activités financières en Principauté de Monaco,
on va dire, la capacité de rester dans le concert des pays absolument en conformité avec les règles anti-blanchiment, c'est-à-dire en liste blanche en quelque sorte, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, d'un point de vue de l'activité économique elle-même, on voit très bien que l'activité économique en principauté continue à bien se tenir. Nous restons optimistes, nous restons attentifs aux évolutions, bien évidemment, et nous sommes confiants dans le fait qu'aujourd'hui, tous les éléments sont mis à disposition de la principauté pour faire en sorte de maintenir cet accroissement et ce déploiement de la richesse monégasque. Merci beaucoup, Robert Laure, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je vous remercie. Il y a quelques jours, nous vous parlions des aménagements mis en place par la Société monégasque d'assainissement des dépôts Sapin. Et bien cette fois, nous avons décidé de mettre en lumière un endroit méconnu du grand public, le centre d'accueil de la SMA pour les déchets spéciaux. Alors comment fonctionne-t-il? Quels sont les déchets concernés? La réponse dans ce reportage de Christine Datomel et Alban Gingembre. Situé sur l'avenue du Gabian à Fontvieille, le centre des déchets spéciaux de la SMA vous accueille pour récolter les déchets dangereux ou dits toxiques qui ne vont pas dans les bacs gris et dont vous ne savez que faire. C'est ce qu'on appelle les déchets ménagers spéciaux, vraiment les déchets qui comportent des substances qui peuvent être dangereuses lorsqu'on les incinère ou on les enfouit, notamment les piles, les ampoules également, mais aussi le petit électroménager qui est hors service, petit sèche-cheveux, rasoir, ce genre de choses, le matériel informatique, les téléphones, les batteries, les huiles usagées, autant végétales que minérales. Ces déchets sont ensuite enlevés par un prestataire qui les emmène sur un centre de regroupement où là ils subissent un autre tri et ensuite c'est expédié vers des usines spécialisées qui vont soit recycler certains types de déchets comme les piles, il y a des matériaux qui sont recyclables à l'intérieur, ou les dépolluer de façon à ce qu'ils ne portent pas préjudice à l'environnement par la suite. Les radiographies qui encombrent souvent nos tiroirs et qui ne nous sont plus d'aucune utilité sont aussi récupérées par le centre de tri. Un agent d'accueil est présent d'ailleurs tous les jours pour accueillir les usagers et réceptionner ces déchets spéciaux afin de les trier pour les déposer dans les bons réceptacles. Seuls les produits très toxiques finiront dans le DMS. C'est une déchetterie mécaniquement sécurisée où on accueille tout ce qui est les produits vraiment toxiques, acides, les bases, les pots de peinture, tout ce qui est solvant. Ça nous arrive que justement les personnes arrivent avec des bidons sans étiquette, sans rien et ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis obligé de les mettre dans le DMS, les isoler des différents produits pour pouvoir après faire intervenir un chimiste qui vient faire les différents contrôles pour savoir dans quelle catégorie doivent être éliminés les produits. Vous pouvez donc vous rendre au centre d'accueil des déchets spéciaux tous les jours de la semaine sur l'avenue du Gabian, excepté le samedi après-midi et la journée de dimanche. Un agent vous accueillera avec le sourire pour récupérer vos déchets dangereux pour vous, mais aussi pour la planète. Amateurs d'histoire de la principauté, cette exposition temporaire dédiée au prince Régnier III est faite pour vous. Depuis le 15 décembre, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco accueille Un prince, un musée, l'occasion de découvrir de nombreux trésors archéologiques. Le reportage est signé Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre. Fondé en 1902 par le prince Albert Ier, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco est l'une des plus anciennes institutions scientifiques de la principauté. Le bâtiment actuel, inauguré en 1960 par le prince Régnier III, accueille depuis le 15 décembre et jusqu'au 31 mars une exposition « Un prince, un musée ». On va découvrir notamment le lien d'amitié qui existait entre les différents directeurs et le prince Régnier III, mais aussi d'autres projets qui ont été mis en œuvre, les premières colonies à Monaco, les premières éditions scientifiques, le Pen Club dont le siège est encore aujourd'hui au musée, le dictionnaire franco-monégasque et plein d'autres surprises. Par exemple, dernièrement, le musée archéologique Mariana, Prince Régnier III en Corse, qui a été réalisé grâce au souverain actuel et bien sûr à son père. Cette exposition permet de découvrir plus d'une centaine de pièces méconnues ou inédites. Toutes sont des originales.
On y trouve des dons archéologiques du prince Régnier III et de la princesse Grace, ou le résultat des fouilles réalisées par Louis Barral et Suzanne Simone, les deux grands directeurs du musée sous le règne de Régnier III. Ils ont fait énormément de prospection, énormément de fouilles. Ils ont été parmi les premiers à découvrir des sites très importants de la région. Et ils sont partis aussi un peu à l'aventure, à l'extérieur de Monaco et de la région. Ils sont allés jusque dans le sud-ouest de la France, jusque dans le sud de l'Italie, jusque dans l'Hérault aussi, où il y a un site tel qu'Alden. Ils ont fait énormément de travail archéologique. Des fouilles vraiment très pointues, qui sont encore utilisables aujourd'hui et qu'on étudie encore à l'heure actuelle et qu'on essaie de faire parler à nouveau. Un parcours pédagogique a été spécialement conçu pour l'exposition afin de permettre aux scolaires, des élèves de maternelle au collège, d'en savoir plus sur les différentes périodes préhistoriques. Pour les petits, on adapte des visites vraiment très simples pour qu'ils apprennent sur les différentes périodes, les hommes préhistoriques, etc. On fait des ateliers aussi qui sont adaptés à cette tranche d'âge. Et pour les CE2, c'est un programme qui est déjà en place depuis plusieurs années. Donc chaque nouvelle exposition, on va mettre en place des parcours donc vraiment pédagogiques qui sont adaptés à ce niveau-là. Différents parcours plus compliqués et scientifiques sont aussi proposés aux collégiens avec des ateliers et des problématiques sur les sites archéologiques de la Principauté. Rejoignons maintenant Christine Datomel qui a été faire un tour du côté de Monacoville pour la chronique Ceux qui font Monaco au Senteur de Provence cette fois. Oui, et aujourd'hui nous avons déniché pour vous une petite pépite, elle se trouve sur le Rocher. La boutique Les 5 Saveurs vous propose de voyager entre textiles, senteurs, alimentaires. Alors si vous pensiez qu'à Monacoville se trouvent uniquement des boutiques dédiées au tourisme, eh bien détrompez-vous, nous avons rencontré la maîtresse des lieux. Les 5 saveurs, c'est l'alimentaire, le cosmétique, le senteur de Provence. Tout est fabriqué en France avec des produits le plus possible naturels. Pas tout le monde est bio, mais beaucoup de produits très naturels. Panier d'essence en senteur, en cosmétique qui va faire les crèmes pour les mains, les lotions pour le corps, toutes les savonnettes avec du savon de Marseille, les eaux de toilette. Après, on va avoir la gamme Mathilde M en senteur et Durance, qui sont les deux gammes senteurs maison. Et puis l'alimentaire, je fais de la truffe, je fais des sels, des chocolats. Alors c'est une gamme qui est beaucoup plus développée au moment des fêtes et un peu moins l'été parce qu'il fait très chaud à Monacoville l'été, donc je ne veux pas monter les produits en trop haute température. Et puis du vêtement femme de la taille 36 à 52. C'est tout fabriqué en Italie, les vêtements, ou en Espagne actuellement. La mode pour toutes, à petit prix. J'essaye toujours d'avoir des prix très corrects et pour tout le monde. Et sur 2024, une nouveauté, nous allons faire du vêtement enfant et du vêtement homme. J'ai remarqué que sur Monaco, c'était des produits qu'il n'y avait pas. Après le 44, pour trouver des vêtements, c'est très compliqué, ou alors ça vaut 200 € le t-shirt. Donc ça, c'était la priorité pour les vêtements. Et tout ce qui est cosmétique et senteur, c'est des produits que j'utilise, c'est les produits que j'ai à la maison et qu'on ne trouvait pas sur Monaco. Il fallait absolument aller sur Menton ou ailleurs pour trouver ces produits. Donc j'ai trouvé dommage que cette gamme-là ne soit pas développée. Donc quand j'ai ouvert ce commerce en 2019, j'ai réellement cherché les produits qui pouvaient être absents sur Monaco et qu'on aurait pu développer, et ça fonctionne très bien. Les produits qui rappellent l'enfance, c'est surtout sur le sentier du Berger, j'ai trouvé une terrine qui est réellement la terrine qu'on mangeait chez Monsieur Coton à Peille. Et ça, c'est des produits qu'on retrouve plus depuis des années avec des bons goûts et vraiment de notre époque. Tout ce que j'aimerais, c'est que ça se développe au niveau local. Je pense que c'est malheureusement le problème de Monacoville. Beaucoup de gens pensent qu'on fait que des produits pour les touristes. Or, j'achète les produits pour les locaux et c'est vrai que ça intéresse certains touristes. Mais je suis vraiment dans l'optique de me dire, ça peut intéresser les gens d'ici. Et il nous manque cette clientèle qui... Alors je remercie mes clientes habituelles parce que j'en ai quand même pas mal, sinon j'aurais pas tenu après la pandémie et tout ça. Mais j'en voudrais un peu plus. Nous, en tout cas, nous avons trouvé notre Madeleine de Proust. Alors, si vous souhaitez vous aussi venir découvrir les 5 saveurs, sachez que la boutique est la seule en Principauté à proposer, par exemple, pour vos cadeaux, des coffrets qui allient alimentaire, senteur et cosmétique.
Un coup d'œil sur la météo pour le début du week-end avec Frédéric Hélion. Quelle est la tendance pour samedi, Frédéric ? Toujours du beau temps, Yannick, même si le ciel ne sera pas aussi dégagé qu'hier. Quelques passages nuageux sont prévus, mais de belles et longues éclaircies sont attendues toute la journée. Les températures seront comprises entre 5 et 11 degrés samedi 13 janvier. Ce sera la Sainte-Yvette. Et ce samedi 13 janvier sera marqué dans de nombreux pays du monde par la journée mondiale sans pantalon. Ce n'est pas une blague et croyez-moi, j'ai hâte de vous retrouver demain. C'est ainsi que se termine ce journal, merci de l'avoir suivi. En photo ce soir, nous nous quittons avec les clichés de Manuel Vitali qui a pris la mer pour suivre l'Optimis Race qui a débuté hier et qui se terminera ce dimanche au Yacht Club de Monaco. Bonne soirée, à demain.